On va parler évidemment de ce nouvel impôt qui pourrait arriver. Ça me fait tellement de peine quand je vois Monsieur Lecornu qui vient de l'UMP, qui fait le contraire de ce qu'il a dit. Je vous assure, je ne veux pas dire que ça déchire mon cœur, mais j'aimerais tellement qu'il y ait une suite dans les idées, que les gens soient fidèles à leurs idées, fidèles. Les LR sont favorables à cet impôt, Pascal ? Les LR aujourd'hui sont favorables. Mais alors si, je vous l'assure. Alors, vous allez nous expliquer ce qui se trame. Simplement, bon anniversaire à Monsieur Klarsfeld, à Serge Klarsfeld. J'ai vu un tweet passer et j'ai trouvé ce tweet très tendre. C'est Arnaud Klarsfeld qui a dit « Bon anniversaire papa, 90 ans, nous n'avons guère changé, tu m'as toujours sur le dos, je t'aime ». Eh bien, d'abord, bravo, je ne sais pas si c'est le mot qui convient d'ailleurs pour Serge Klarsfeld, mais pensez pour Serge Klarsfeld, pensez pour Beat Klarsfeld, qui ont fait ce qu'ils ont fait, et puis Arnaud Klarsfeld, qui est effectivement l'héritier de cette famille prestigieuse qui vit aujourd'hui des moments compliqués. Bon, ce nouvel impôt, vous dites les Républicains. En fait, les Républicains ne peuvent pas être favorables à un impôt. On est le pays le plus taxé du monde. Je veux dire, et si ça servait à quelque chose, si on m'expliquait que ça servait à quelque chose, pourquoi pas ? Tous les gens sérieux disent que ça ne sert à rien. Alors évidemment, il y a ce monsieur Zuckman qui est sorti de sa boîte, qui est invité partout, qui effectivement propose des choses qui n'ont pas de sens visiblement, sauf la démagogie pure et simple. Mais ce que vous appelez impôt va être présenté sous la forme d'une taxe provisoire sur les hauts revenus. Donc on va déjà déguiser un peu la chose. Mais ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Même Emmanuel Macron le sait, tout le monde le sait. Oui, mais vous avez bien compris la raison, vous l'avez d'ailleurs très bien expliqué. Eh bien c'est nul, c'est nul à ce moment-là. Là, il y a un sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour le Parti Socialiste. Vous regardez, 86% des Français sont favorables à cette mesure. Ouais. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que 89% des sympathisants des LR. C'est même plus que les sympathisants du RN. Donc en fait, il y a aussi une demande des électeurs, en tout cas d'une partie d'entre eux, une partie importante, qui régit finalement les positions des uns et des autres. Il faut voir comment le sondage est formulé. Si c'est est-ce que vous souhaitez que les riches payent plus d'impôts ? Non, c'est est-ce que vous voulez une taxe de 2% sur les revenus au-delà de 100 millions d'euros ? Vu la formulation, évidemment qu'ils vont vous dire oui. Et Pascal le disait à juste titre, ils diront la même chose si c'est au-dessus de 50 millions d'euros. C'est la formulation qui fait... Non, mais il faut là, c'est la taxe Zuckman. Il faut que les Français comprennent jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, on taxe aussi l'outil productif. Alors là, j'espère que ça échappera. Ça c'est dans la version de la taxe c'est dans la version Zuckman. Ça ne sera pas retenu. Ça, c'est la ligne rouge. Il va y avoir des actionnaires, même de petites et moyennes entreprises, qui peuvent avoir une valorisation, comme Mistral, 14 milliards quand même, mais qui n'ont pas les moyens de payer. Le patron et donc ça va partir au fonds de pension américain. C'est ce qu'a expliqué le patron de Mistral hier à la télévision, et ce sera a priori sorti l'outil de production de cette taxe. En tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige. Dans ce cas-là, je vous assure, on s'en sortira jamais parce qu'effectivement, il faut un peu de pédagogie. Expliquer aux uns aux autres que c'est contre-productif, qu'il faut d'abord faire des économies. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'avait pas augmenté les impôts, nous sommes d'accord. Oui. C'est une des choses qu'on peut... mettre à son bilan, bien sûr. Oui, mais c'est important de le dire. On est le pays le plus taxé du monde. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est d'augmenter les impôts. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on se focalise sur ce sujet, sur cet impôt supplémentaire, et on ne parle plus du reste. Alors qu'en effet, ça doit s'accompagner d'autres mesures, de réduction des dépenses, de suppression d'agences qui ne servent à rien. Ça doit être aussi une partie du débat. Et là, on ne parle que de cet impôt. Donc on oublie un peu le reste du sujet qui est capital. Bon, le 18 septembre, c'est a priori c'est demain, puisque après la journée du 10 septembre, alors manifestation attendue sur le terrain et inquiétude. Écoutez Bruno Retailleau. Je m'attends à une mobilisation qui sera très très forte, avec une journée hybride, et ce qui en fait la difficulté. Hybride parce que on risque d'avoir tôt le matin, dans la matinée, des bloqueurs, du sabotage, des groupuscules d'ultra-gauche qui veulent casser et qui sont des ultra-violents. Et on risque d'avoir cette convergence des violents. Et puis ensuite, il y aura les cortèges. Il y aura des milliers, sans doute entre 5 et 8 000 ou 10 000 individus qui viendront pour la bagarre, pour la casse, animés d'une haine anti-flic. Et c'est ce qui sera compliqué à gérer. Bon, moi ce que j'aime bien chez Bruno Retailleau, c'est qu'il annonce avant. Il dit les choses. Alors évidemment, il inquiète. Bien sûr, mais il dit il va y avoir beaucoup de monde sur le terrain, il peut avoir ça, etc. Ça, c'est un langage de vérité qui peut être intéressant. Mais... Et il ne s'était pas trompé, les services de renseignement avaient très bien anticipé la journée du 10 septembre. Ils avaient tenu à peu près le même discours et on a vu que ça s'était malheureusement concrétisé.
Moi, je comprends que les gens aient manifesté dans la rue parce que vu leur ne m'engueulez pas, mais vu leurs conditions de travail et les conditions de pouvoir d'achat qui sont difficiles, moi, je comprends que les gens en aient ras-le-bol et aillent manifester. Ce qui ne justifie bien sûr pas les casseurs et de tout saccager, mais que les gens en aient ras-le-bol, je le comprends complètement. Est-ce qu'on connaît les revendications? Parce que moi, je me suis intéressé. Est-ce que vous savez quelles sont les revendications des gens qui vont manifester? Augmentation, les revendications initiales du 10 septembre, c'était l'augmentation des salaires, la baisse du pouvoir d'achat. C'était l'abandon du budget de François Bayrou, ce qui de facto est déjà le cas. C'était encore avant. Les jours fériés supprimés, on est revenu déjà dessus. Donc en fait, moi j'ai du mal à comprendre même ce qui anime la manifestation de demain. Ce qui anime, c'est que les gens n'ont Je comprends qu'il y ait une colère sociale, attention. Non, ce qui anime, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas le cœur de la revendication. À juste titre. Mais à juste titre. Sauf que les solutions pour que les Français gagnent mieux leur vie ne sont pas prises, Sarah Salman. C'est-à-dire qu'il faut alléger notamment les charges des entreprises, il faut faire des économies pour qu'il y ait un peu moins d'impôts pour les Français et un peu moins de taxes. C'est ça le cœur. Donc après, vous pouvez aller dans la rue, et tant que l'État n'aura pas fait, la réforme de l'État ne s'est pas faite depuis 8 ans ou quasiment. Mais comme rien ne se fait, il leur reste que la rue comme solution, malheureusement, parfois. Et la manifestation pacifique, j'entends. Et qui c'est qui organise Qui c'est qui organise? Les syndicats. Là, c'est les syndicats. Après, il y a une récupération politique. Là, demain, c'est des syndicats. Il y a un trafic fortement perturbé à la RATP, à l'école. Alors évidemment, LFI récupère. Cette journée de mobilisation et services de renseignement évoque une menace hybride, c'est-à-dire des actions coup de poing dès la veille au soir, tôt ou tard. Une partie syndicale constituée de cortèges classiques et une séquence plus politique emmenée par des militants de la France insoumise. Il y a un communiqué de presse de la RATP que vous venez de voir passer. À Rennes, à Nantes, c'est des villes effectivement très, très, très dangereuses. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Bruno Retailleau. On l'a vu la semaine dernière, le 10, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, des collégiens et des lycéens. Et malheureusement, ils commencent à prendre des habitudes, en tout cas vestimentaires, de Black Blocs, de noirs vêtus, masqués. Je veux m'adresser aux familles et aux parents. Il y a une responsabilité aussi parentale. Quand on voit des jeunes adolescents se mêler à des violences, ça n'est pas leur place. Il a raison, bien évidemment. Alors il pourrait aussi parler de la réponse pénale qui n'est pas faite et qui fait que ces gens reviennent parce qu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose. Les secteurs touchés demain, Michael Dos Santos. Voilà donc des génériques, comme vous pouvez voir, de labos différents. Donc c'est sur ces médicaments qu'on va nous baisser en échéance de 2 ans, comme c'est prévu, nous diminuer de moitié la remise accordée. Avec cette diminution de taux, les pharmaciens devraient perdre entre 20 et 40 000 euros par an en fonction de la taille de la pharmacie. C'est donc l'un des piliers du système de santé de proximité qui risque d'être fragilisé. Il y a à peu près en France 5 à 6 000 pharmacies qui sont seules dans leur commune. Sur ces 5 à 6 000, dans un premier temps, on peut penser qu'il y en a 800 000 qui vont être en difficulté, qui vont soit fermer, soit être obligés de licencier et qui ne pourront plus du coup assumer toutes les missions qu'on nous demande. Moins de marge sur les génériques ne veut pas dire réduction des dépenses de santé. Ça n'amène pas un centime de plus à l'État. Donc c'est totalement incompréhensible, si ce n'est pour faire fermer des pharmacies, avec l'idée que moins il y aura de pharmaciens, moins il y aura de dépenses de santé, ce qui a été le cas pour les médecins, ce qui n'a pas marché puisqu'on voit que les dépenses de santé augmentent alors qu'il y a une pénurie manifeste de médecins. Moins de pharmacies, moins de pharmaciens, la grogne n'a pas fini de monter dans le secteur. Partout en France, des pétitions circulent. Dans cette seule pharmacie, près de 1000 patients l'ont signé. Alors vous l'avez compris, c'est l'un des secteurs touchés, la pharmacie, c'est un focus, mais c'est vrai que... Alors, les pharmaciens, moi je n'étais pas au courant que les pharmaciens allaient être en grève. C'est sans doute très légitime, mais vous voyez bien qu'il y a énormément de revendications différentes en fait qui s'agrègent demain. Et quand vous voyez la France Insoumise, eux ce qu'ils réclament, c'est pas le pouvoir d'achat. Alors ils sont sans doute favorables à un meilleur pouvoir d'achat, mais eux ils veulent la démission d'Emmanuel Macron, c'est encore autre chose. Donc il y a quand même plusieurs revendications qui se percutent, même si effectivement la question du pouvoir d'achat elle est centrale, elle est primordiale pour les Français et on comprend qu'ils expriment leur colère. Et voyez le sujet que je vous annonçais tout à l'heure, cette fois-ci sur les secteurs touchés au sens plus large avec Michael Dos Santos. Cette nouvelle journée de mobilisation devrait être plus suivie que celle du 10 septembre dernier. Dans le ferroviaire, ce jeudi s'annonce noir. À la SNCF, 3 TER sur 5 rouleront. Certaines lignes du Transilien, comme la H, la N, la R ou la U, seront fortement perturbées. Bonne nouvelle tout de même, 90% des TGV sont maintenus. Idem du côté de la RATP, seules les 3 lignes automatiques du métro parisien devraient fonctionner normalement.
Pour les autres, le trafic sera assuré essentiellement aux heures de pointe. Il sera très limité sur 9 lignes, dont la 2, la 3 ou encore la 12, mais aussi sur les RER D et E. Toujours côté transport, seul l'aérien a reporté sa grève au 7 octobre, faute d'interlocuteurs au sein du gouvernement. Une centaine de contrôleurs aériens vont tout de même cesser leur activité. Dans l'éducation nationale, les écoles, les collèges et les lycées vont également tourner au ralenti. Les principaux syndicats exigent l'abandon de toutes les mesures budgétaires prévues par les précédents gouvernements. Dans les maternelles et les écoles primaires, un tiers des enseignants devraient être grévistes. Au niveau de la santé, 98% des pharmacies déclarent vouloir fermer selon une estimation du syndicat USPO. De nombreux cabinets de kinés devraient également garder porte close. Des répercussions sont également à prévoir dans les hôpitaux publics hors urgence. Enfin, d'autres secteurs seront également concernés par cette journée de mobilisation. Parmi eux, celui des VTC, du gaz ou encore l'énergie, dont les négociations salariales débutent hasard du calendrier le même jour. Le problème, c'est qu'effectivement, après, c'est contagieux. La colère. Tout ça s'agrège parce que tout le monde a quelque chose et vraiment, on peut le comprendre. D'ailleurs, il y a sûrement des revendications là-dedans qui sont légitimes, mais les Français d'ailleurs ont été interrogés sur cette journée de gloire. Je vous propose de les écouter. Je vais soit travailler de la maison, comme beaucoup de gens, je pense. Et voilà, et puis on va voir si les écoles fonctionnent, parce qu'il va falloir travailler et garder les enfants. Ça peut être un peu compliqué. Mais bon, on va s'organiser. Ça sera compliqué avec le travail et tout, surtout que moi j'ai pas de télétravail. C'est en présentiel, c'est obligatoire de venir sur place pour y travailler. Je vais rester en télétravail, voilà, à la maison, parce que ça s'annonce une grosse galère. École pour mes filles, heureusement, mais à partir de 16h30, plus personne. Mais il y a quand même la cantine, donc on a de la chance. Et Marine Tondelier s'est exprimée ce matin, elle voit une grande fête, elle, demain dans les rues. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Georges Fenech. Et après le 18, que se passera-t-il? Bon, il va y avoir une manifestation, il y aura des interpellations, il y aura ceci. Mais c'est là aussi la responsabilité du président de la République. Il faut dissoudre. Voilà. J'allais vous dire. Il faut dissoudre. Il ne veut pas dissoudre. C'est ce que je vous ai dit. C'est parce qu'on ne les écoute pas. Mais ils veulent pas. J'y suis, j'irai, je vous l'ai dit. C'est ça qui fait de la peine. Oui, mais il y a un moment où le contexte fait... Mais ils iront jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Oui, mais à un moment, il y a un bout du bout. Hein. Ben oui, mais tout est... Voilà. Il faut dissoudre aujourd'hui. Oh, il faut même aller... Si dissout et qu'on a les mêmes résultats, il se passe quoi après? D'abord, vous n'en savez rien. D'accord avec vous. Vous n'en savez rien. Il faut une possibilité. Voilà, il faut dissoudre. C'est tout. Tu ne vas pas faire des compromis avec le PS quand tu es Emmanuel Macron ou Mais non, mais ils sont prêts à... Moi, je vous assure, c'est horrible. En fait, je trouve que c'est horrible, ce spectacle qui est donné. Donc, effectivement, Emmanuel Macron met les éléments depuis 8 ans qui vont au chaos. Voilà, il les met un par un. Ça l'amuse. Et pourtant, ça ne suffit pas qu'on en parle en France de cette sorte. Mais vous avez vu la presse italienne. Hier, toute la presse italienne se moque de l'attitude française, de l'arrogance française, de l'aveuglement d'Emmanuel Macron. Et effectivement, tout le monde est complice. Monsieur Le Cornu, il est complice parce qu'il y va. Tout le monde est complice. Les Républicains sont complices. C'est ça, je dirais, à un moment, il faut dire non, en fait. Il y a des gens qui, dans l'histoire, ont dit non. On n'y va pas. On n'y va pas, vous voyez bien le climat, tout le monde sait que ça va être... En fait, c'est de pire en pire chaque jour. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas une bonne nouvelle dans ce pays. Jamais. Vincent Hervouette. Prions. Ben non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il faut un président responsable. Il faut un président responsable. S'il dissout qui a le même résultat, ou peu ou prou, c'est sa démission qui va revenir sur le... Et alors, faut penser, c'est pas à lui. Je veux dire, mais comment dire? C'est pas un drame. Hein. Mais quand même pour les institutions. Je veux dire, il y a un moment, tu ne dois pas penser à toi. Je suis parfaitement d'accord. Quelle est la meilleure... Quand tu es président de la République, quelle est la meilleure décision aujourd'hui à prendre pour la France? Voilà. Mais c'est à lui de la prendre. Non, parce que ça va créer un chaos institutionnel et à chaque fois qu'on ne sera pas content d'un président, on dira il peut démissionner. Non, moi je ne demande pas la démission du tout du président de la République. Vincent Hervouette. Non, c'est pas un des mot d'ordre de la manif de demain. Personne ne réclamera, défilera avec démission, pas encore en tout cas. Il y aura quelques cartes. Non, mais que les gens l'aient en tête, pourquoi pas? C'est la décision souveraine du président de considérer qu'il n'a plus l'oreille du peuple et de revenir devant l'électeur. Ça me paraît être dans la logique absolue des institutions. Il a été élu pour 5 ans. Et ce serait
totalement normal, mais cette décision lui appartient. Je vous dis la seule chose, est-ce que la meilleure décision pour la France aujourd'hui, c'est de dissoudre? Oui ou non? Oui. Sarah Salman. Oui, je vous dis oui. Bon, bah, voilà. Avec le risque quand même assez fort, à mon sens, qu'on ait exactement le même résultat. Le RN aura peut-être un peu plus, mais ce sera sensiblement le même résultat. Donc après, qu'est-ce que vous faites? On a le sentiment que le président s'intéresse presque exclusivement aux affaires internationales. Oui, il s'en fiche de ce qui se passe. Voilà, il y a bientôt la reconnaissance. Les tweets, regardez les tweets. Il prépare son discours pour l'ONU. Oui. Je ne vais pas vous dire quand est le dernier déplacement d'Emmanuel Macron sur une thématique française. Oui, pardon, monsieur. Non, mais c'est qu'il faut réaliser quel est l'intérêt de la politique étrangère. Outre le fait qu'à 10 000 pieds, les soucis domestiques paraissent un peu plus négligeables. L'idée de la politique étrangère, surtout quand on s'intéresse à ce point à 2 conflits en cours, c'est de dire, regardez braves gens, ailleurs c'est pire. Oui, c'est vrai. Ailleurs c'est pire. Oui, il y a un message subliminal, quoi. Oui, c'est subliminal, regardez. Et puis vous êtes bien quand vous êtes à l'étranger parce que vous avez le tapis rouge, les flonflons, la presse diplomatique est toujours assez complaisante avec le souverain en place. C'est vraiment assez confortable. Personne ne vient vous demander de compte quand vous êtes comme ça en promenade. Regardez ce matin l'espèce de jubilation, l'orgasme protocolaire que vit Donald Trump ce matin dans son carrosse doré traversant le parc de Windsor. C'est un rêve éveillé. C'est pas mal la politique étrangère, hein. Vraiment, tous les chefs d'État. À condition que sa voix soit entendue. Oui, d'accord. Non, mais non, là, c'est même plus la question. Plus personne n'écoute, sauf son entourage immédiat. Non, le problème, c'est vous êtes vraiment dans une sorte de promenade. C'est beaucoup mieux que de partir en week-end au Touquet, je vous assure. Oui, mais t'attends autre chose, vraiment. T'attends autre chose. T'attends que quelque chose te dépasse, justement, dans ces fonctions-là. Et que tu puisses sacrifier... Vous prenez le monde à témoin à la tribune de l'ONU et vous reconnaissez la Palestine. Elle existe, ça y est. Que tu puisses sacrifier tes intérêts personnels au nom de quelque chose qui te dépasse, et que ce qui te dépasse, c'est la France. Voilà. Oui, et ben voilà. Tu peux espérer ça. Oui, moi, il me semble-t-il. Ou alors, c'est que tu n'es pas à la hauteur du poste que tu occupes. Non, mais ça, c'est ce que vous pensez. Moi, ce que je vous raconte, c'est ce qui est. Oui. Bon.